Merci de rester fidèle à actualité.cd. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Focus va recevoir pour vous Jean-Marc Chataignier, ambassadeur de l'Union européenne. Jean-Marc Chataignier, bonjour. Bonjour. Le 9, c'était la fête de l'Europe, le 9 mai donc, et dans votre discours, vous avez insisté sur la rumba congolaise, patrimoine mondial de l'humanité, selon donc la liste de l'UNESCO. Mais pourquoi vous insistez sur la rumba à ce point? Vous pensez qu'on ne fait pas assez pour justement promouvoir cette autre richesse de la RDC? Écoutez, moi, c'était vraiment un point important de mon discours, vous avez raison de le souligner. Je crois que la rumba apporte beaucoup au monde, que c'est un rythme, une musique qui a été repris partout. C'est un cadeau de la RDC qui a été fait au monde. C'est aussi quelque chose, la rumba qui a été reconnue cette année par l'UNESCO, qui a été inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO le 14 décembre dernier. Et donc, c'est une valorisation de cette extraordinaire culture populaire congolaise. À travers tout ce qu'elle peut apporter, à travers la façon dont elle s'est faite, dont elle s'est construite, la façon dont les gens se la sont appropriés, en RDC bien sûr, en Afrique, mais dans le monde entier. Et c'est un cadeau finalement de la RDC au monde. Un petit peu comme la SAP. On a tenu aussi à saluer la SAP pendant ce 9 mai. Et finalement, ces expressions de la culture populaire congolaise sont des choses très fortes qu'on voit reconnues dans le monde entier. Et je crois effectivement que ce type de richesse immatérielle sont des choses que le monde est prêt à entendre et à écouter. Et qui a sans doute beaucoup de choses encore plus à valoriser au point de vue culturel, de l'industrie culturelle, de la valorisation bien sûr musicale, mais aussi de la valorisation artistique. Il y a une extraordinaire Académie des Beaux-Arts, comme vous le savez, à Kinshasa. Dans tous ces domaines, je crois que la RDC, que les Congolais, les artistes congolais sont reconnus et peuvent apporter beaucoup au monde. Et qu'il y a une nécessité, par contre, peut-être davantage de professionnalisation. Mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est des filières qui peuvent être extrêmement porteuses. Dans mon pays d'origine, la France, je crois que c'est quelque chose qu'on valorise énormément. Et c'est pour ça vraiment que j'ai voulu mettre en avant cet apport de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Il faut reconnaître aussi que la rumba est née sur les deux rives et s'est développée sur les deux rives. Et je crois que ce patrimoine doit être valorisé. Je l'ai fait, mais je pense que beaucoup d'autres peuvent le faire. Je ne veux surtout pas me l'approprier. C'est aux Congolais de défendre la rumba. Mais on sait également que l'Union européenne, par votre canal ici en RDC, vous appuyez également beaucoup les secteurs culturels. Mais on sait également que la RDC et le Congo-Brazzaville se sont engagés auprès notamment de l'UNESCO, après cette inscription, de pouvoir justement développer, promouvoir cette rumba congolaise avec votre engagement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Union européenne en termes d'engagement pour justement voir la promotion de cette rumba à l'échelle internationale? Je crois d'abord que c'est à la République démocratique du Congo et à la République du Congo de prendre des initiatives, de valoriser, d'apporter cela, enfin, dans les différentes enceintes internationales. Mais alors après, nous sommes tout à fait prêts à accompagner. Pourquoi ne pas faire un événement rumba à Bruxelles? Voilà, il y a des choses qu'on peut inventer, qu'on peut accompagner. Mais je ne pense pas que l'initiative doive être européenne. C'est pas aux Européens de tout d'un coup s'approprier la rumba et d'aller la porter au monde. C'est-à-dire s'il y a un plan d'action aujourd'hui qui s'étend notamment vers l'Union européenne, vous êtes prêts aujourd'hui? Nous sommes prêts à l'accompagner, évidemment, à regarder. Et par contre, on attend les initiatives des gens qui veulent porter ce genre de choses. Et puis on peut regarder, parce que ça peut être... Je tiens beaucoup à la notion d'industrie culturelle, d'entreprise culturelle. C'est quelque chose qu'on peut effectivement accompagner. Mais il faut que les initiatives existent, il faut que ça s'inscrive dans un plan du gouvernement et des autorités et que nous répondions à une demande. Nous ne pouvons pas
nous mettre à la place des Congolais. Et donc ça, c'est quelque Je crois chose que qui est important. c'est un message qui est passé, hein. On voit tous les opérateurs culturels du pays, également du Congo-Brazzaville. On voit comment la ministre de la Culture est en train de se déployer. On a vu également le président de la République à Dubaï, avec notamment un certain nombre d'artistes. Je crois que ça, c'est également un pont qui vient d'être jeté. C'est à nous maintenant, aux Congolais, de pouvoir profiter de cette opportunité. Vous avez également parlé dans votre discours de notre patrimoine immatériel, qui est aussi matériel, de l'humanité, la paix. La paix, par rapport à la paix, il y a également ce processus qui a commencé à Nairobi, avec notamment le gouvernement congolais qui a accepté d'échanger, de discuter avec certains groupes armés. Comment l'Union européenne s'insère dans ces mécanismes? Écoutez, nous avons aussi pris note et accueilli très favorablement ce processus dit de Nairobi, puisqu'il est né à Nairobi, qu'il est né au Kenya, qui est une initiative régionale qui a été prise par le président du Kenya, dans le cadre d'ailleurs de la demande d'adhésion et de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est. Et nous pensons que c'est un processus extrêmement intéressant parce que c'est un processus politique qui a véritablement deux piliers. Il y a un pilier d'ouverture, de discussion, de dialogue avec les groupes armés. Les groupes armés qui, par ailleurs, doivent accepter un certain nombre de principes très clairs, de cessation immédiate des hostilités, de désarmement, d'engagement dans le processus de désarmement, démobilisation. Donc ça, c'est le premier pilier, le pilier politique, le pilier du dialogue, de la discussion, de la réinsertion, de la réconciliation de ces groupes avec la communauté nationale congolaise. Et puis le second pilier qui est le pilier militaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi la mention dans ce processus de Nairobi de la nécessité de mettre en place une force militaire régionale qui vienne, ceux qui n'accepteraient pas cette politique de la main tendue, pour les groupes armés qui n'accepteraient pas de rendre leurs armes, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'autre réponse qu'une réponse militaire. Et nous pensons là aussi que c'est quelque chose d'important qui va dans le bon sens parce que ça peut être le relais, la démultiplication des efforts du gouvernement congolais, des efforts des FARDC, des forces armées de la République démocratique du Congo, des efforts nationaux faits déjà par l'Ouganda, et donc ça peut être un cadre régional qui vienne véritablement donner un élan à la répression de certains groupes armés, dont certains sont presque de nature terroriste, et donc je pense aux ADF. Donc là, il n'y a pas de négociation possible avec eux. Soit c'est la reddition totale, soit il faut les combattre et les vaincre. Et donc, il n'y a pas d'autre option. Et donc, le processus de Nairobi nous paraît très intéressant parce qu'il nous paraît effectivement équilibré entre, d'une part, le processus politique et, d'autre part, le processus militaire, le processus de reddition des groupes. Et donc, c'est vraiment une initiative qu'avec d'autres partenaires de la communauté internationale, en premier lieu, naturellement, l'Union africaine, parce que nous comprenons que le Kenya et la RDC veulent porter bien sûr ce sujet et cette initiative au niveau de l'Union africaine, que les Nations Unies, les Nations Unies à travers la MONUSCO, aussi présente sur le terrain en RDC, tous nos autres partenaires internationaux, les membres permanents du Conseil de sécurité, nous puissions appuyer cette initiative et cette dynamique. Vous appuyez en faisant quoi, par exemple? En faveur du rétablissement de la paix. Alors, pour l'instant, là aussi, je vous dirais un petit peu la même chose, même si le sujet est vraiment totalement différent que sur celui de la rumba. C'est pas à moi, Européen, c'est pas à moi, étranger, de venir dire ce qu'il faut faire au niveau politique ou au niveau militaire. L'initiative doit naître au niveau africain. Elle est née d'ailleurs de l'initiative à la fois du président du Kenya et du président Félix Tshisekedi. C'est vraiment de prendre cette initiative politique, de définir ce cadre politique, de discuter avec ces groupes. Nous, bien sûr, nous sommes disponibles et ouverts à participer en tant qu'observateur, pas en tant qu'acteur, et à accompagner ensuite la mise en œuvre des différentes mesures et des différentes composantes de ce programme. Alors pour moi, c'est un petit peu trop tôt de vous dire comment nous allons le faire, parce qu'il faudrait d'abord savoir ce qu'on nous demande exactement. Quelles sont les requêtes politiques, les requêtes en matière de développement, les requêtes en matière d'appui des forces de sécurité qu'on nous demande. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que nous sommes ouverts
à répondre à ces demandes, parce qu'il nous semble que ce cadre régional est quelque part la solution au problème de la paix dans l'est du Congo, entre une action purement nationale qui a du mal à stabiliser les choses parce qu'elle n'a pas les relais peut-être suffisants au niveau, justement au niveau régional, et une action internationale qui est celle de la MONUSCO, qui là aussi ne peut pas tout résoudre. Et donc il est clair que la paix en RDC, elle doit se trouver au niveau régional. Elle nécessite une approche régionale. Elle nécessite une approche politique, ce qui a été développé, une approche militaire telle qu'elle s'esquisse, sans doute aussi une approche économique, et l'adhésion à l'EAC, à la Communauté des États d'Afrique de l'Est, est très importante de ce côté-là. Il y a beaucoup de ressorts de ces conflits qui sont liés à une exploitation illégale des ressources de la République démocratique du Congo, des commerces illégaux avec les pays voisins. Eh bien, il faut légaliser ces processus, les faire rentrer dans le rang et forcer les gens à payer leurs impôts et à rentrer dans des dynamiques de paix positives. Je l'ai dit dans mon discours, il faut démanteler l'économie de guerre. Et là aussi, l'Union européenne est prête à accompagner ce démantèlement de l'économie de guerre. On a déjà commencé à prendre des mesures sur certaines matières premières comme l'or, certification de l'or qui sortirait du Congo et qui viendrait de pays voisins ou qui viendrait d'autres États. Et nous sommes vraiment prêts à accompagner cette dynamique. Vous êtes parmi, on va dire, les diplomates qui ont un vrai bagage dans tout ce qui concerne nos réflexions autour de la sécurité, vous en tant que diplomate, mais aussi l'Union européenne en tant qu'institution, notamment on le voit avec le programme Progress, hein, qui a aidé le gouvernement à pouvoir notamment structurer plus ou moins, on va dire, son organisation, tout ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est des discussions de trop? Par exemple, avec le M23, ce n'est pas la première fois que le gouvernement se retrouve avec le M23. Le M23 a déjà été en discussion avec le gouvernement. D'ailleurs, la précédente, on va dire le précédent round, c'était toujours à Nairobi. Est-ce qu'il ne faut pas directement aller vers l'option militaire? Écoutez, je pense que vraiment ce qui est intéressant dans ce discours de Nairobi et dans cette implication du Kenya, c'est ce souci justement de maintenir en même temps ces deux piliers, ces deux fondamentaux, que sont d'une part le processus politique, qu'il ne faut pas fermer, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont disposés à se rendre, qui sont fatigués depuis 20 ans ou 30 ans dans le bush, qui voient bien qu'il n'y a pas d'horizon politique à leurs espérances, qu'ils ne peuvent pas changer les choses, qu'ils entraînent plus de misère et de détresse qu'autre chose. Donc il faut avoir vraiment ce volet politique. Et ce volet politique sera d'autant plus fort que les pays de la région, y compris les pays voisins de la RDC, seront impliqués dans le processus. Et avec le Kenya et avec l'Union africaine, on peut espérer que les pays voisins seront totalement impliqués et que leurs responsabilités seront vraiment impliquées dans ce processus. On peut parler du Rwanda qui n'a pas participé à ces processus. Déjà, on va dire, à Nairobi, on a eu tous les présidents qui devaient être là. Le président rwandais n'était pas là, par exemple. Le ministre des Affaires étrangères était présent. Le Rwanda était politiquement présent. Mais pas avec son président, comme c'était le cas avec la RDC et avec notamment l'Ouganda. Commenter les participations des uns et des autres. Mais ce que je note, c'est cet engagement kényan qui peut conduire à cette discussion. Ce que je note très favorablement, par exemple, et je crois l'avoir lu dans actualité.cd, c'est qu'un certain nombre de responsables de groupes armés, quand ils sont revenus de Nairobi, ont dit à leurs amis des autres groupes armés, il faut que vous rejoigniez Nairobi. Donc il y a une dynamique qui se crée. Et cette dynamique, elle vise bien, à mon sens et au sens de ce que nous comprenons, à ramener ceux qui peuvent être ramenés dans la discussion politique et à isoler ceux qui refuseraient la discussion politique. Je vous ai cité tout à l'heure les ADF, qui sont un groupe qui ont une idéologie très particulière et qui n'accepteront vraisemblablement pas d'entrer dans ce processus. Eh bien là, l'option militaire régionale
doit s'exercer avec détermination. Mais en parlant de cette option militaire, vous êtes prêt en tant qu'Union européenne à apporter un soutien logistique à on va dire, cette coalition d'armées sous-régionale? Écoutez, c'est quelque chose que nous regarderons vraiment très, très précisément. D'ailleurs, je l'ai annoncé aussi lors de mon discours du 9 mai. Il y aura une mission du siège de Bruxelles qui va venir ici au mois de juin. Nous en avons discuté avec le ministre des Affaires, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Et justement, elle vise un petit peu, elle vient pas maintenant, parce qu'elle vise à capitaliser sur les discussions, sur les approches qui auront pu être développées à Nairobi. Et dans ce sens-là, je pense effectivement par rapport à ce que vous posez précisément comme question, c'est quelque chose que nous regardons très sérieusement, comme nous regardons très sérieusement les efforts africains qui se font sur le Mozambique, comme nous regardons très sérieusement les efforts africains qui se font sur la Somalie. L'initiative régionale me semble être une très bonne porte d'entrée pour aller au fond des choses. À la fois parce qu'elle permet d'englober des dynamiques régionales, les différents pays de la région, donc elle a une approche politique nécessairement équilibrée, et aussi parce qu'elle n'est pas aussi externalisée qu'elle ne peut l'être avec la MONUSCO, par exemple. Donc un appui logistique n'est pas écarté? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas à moi de me prononcer à ce stade. Mais l'autre question également, pour faire un peu l'avocat du diable, c'est de dire, quand on regarde notamment les bilans macabres dans l'Est de la RDC, les ADF, Codeco et les autres, et on regarde également les groupes armés qui ont participé à ce processus de Nairobi, c'est un peu le menu frétin qu'on a eu à Nairobi. Écoutez, je ne porte pas de jugement là-dessus. Moi, par rapport à ce que vous dites, c'est quelque chose qui me touche très directement. Ces morts, ces victimes, ces massacres. Vous avez cité les Codeco, et effectivement, ce qu'ils font est absolument épouvantable. Les ADF, ce qu'ils commettent est également épouvantable. Donc, ces attaques contre les populations civiles, je les ai qualifiées, c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et quel que soit le processus politique que nous allons avoir, il faudra aussi intégrer la dimension judiciaire, la justice. Je suis très sensible au discours du docteur Mukwege. On peut pas effacer tout ça sans reconnaître ce qui s'est passé. Donc, il y a un certain nombre de responsables qui devront être menés devant la justice, qui devront répondre de leurs actes. Et ça aussi, c'est une dimension de la discussion politique qui doit avoir lieu à Nairobi. Moi, je pense, je perçois dans ce processus de Nairobi un début de dynamique très intéressant. Voilà. Et alors, est-ce qu'il aboutira? Je ne peux pas vous le garantir, je ne suis pas à la place des acteurs, mais je pense qu'il faut que les groupes armés saisissent cette main tendue par le gouvernement de la République démocratique du Congo, et que s'ils ne la saisissent pas, ils sachent que la répression sera sans pitié et que les pays de la région seront avec la RDC pour les éliminer totalement. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes sans ignorer également que même parmi les miliciens de Codeco, il y a eu quand même qui se sont rendus. Tout au début, on est en 2019-2020, il y en a qui se sont rendus, mais il y a eu un problème, notamment dans l'appareillage de DDR. Aujourd'hui, on parle de programme de DDR-CS, avec une stratégie qui est adoptée. Qu'est-ce qu'il faut précisément pour que la communauté internationale, représentée par notamment l'Union européenne, puisse apporter, on va dire, du soutien à ce programme pour que finalement ces DDR-CS soient opérationnels? Écoutez, d'abord, je ne m'approprie pas totalement la communauté internationale, donc je ne représente pas la communauté internationale. Ça fait quand même 27. Ça fait 27. Mais nous avons d'autres grands partenaires, bien sûr l'Union africaine, bien sûr les Nations unies, bien sûr les organisations régionales, bien sûr aussi tous les pays africains, donc la communauté, les pays membres du Conseil de sécurité, la communauté internationale est plus large que l'Union européenne. La seconde chose qu'on peut dire par rapport à ce processus des DRCS, dont j'ai rappelé effectivement aussi l'importance dans mon discours, c'est qu'il fait partie des éléments de stabilisation, de réintégration. Il y a une dimension économique évidente dans ce conflit à l'est du Congo. C'est aussi une dimension d'emploi des jeunes. C'est aussi le fait que des gens vont... Le dernier conflit des Codeco, on a bien vu que c'était un conflit qui était lié à la captation d'une ressource minière, d'une mine d'or. Et donc, il y a vraiment une dimension économique qu'il faut résoudre.
Il faut sortir de l'économie de guerre. Ça, c'est vraiment une base absolue. Et ça nécessite une coopération de tous et toutes, à tous les niveaux de responsabilité. Au niveau national congolais, pour s'assurer que ces trafics ne soient pas couverts par certaines autorités. Au niveau régional, pour s'assurer que certains pays de la région ne s'approprient pas les ressources de la RDC et ne les revendent pas à leur compte. Au niveau international, pour s'assurer que les grandes entreprises occidentales, européennes, n'utilisent pas les ressources de la RDC qui ne seraient pas vendues au nom de la RDC. Donc ça nécessite vraiment une très grande coopération internationale. Et alors j'en reviens à votre question sur le DDRCS. Je pense qu'il était très important, et nous l'avons fait depuis plusieurs mois, de travailler avec les responsables du DRCS. Le responsable du DRCS a été nommé l'an dernier, si je me rappelle bien, en juillet-août 2021. Nous avons beaucoup travaillé avec lui, échangé avec lui sur cette stratégie. Et le fait de se l'approprier des deux côtés, du côté international, du côté national, permet d'avoir maintenant quelque chose qui a pris véritablement de la consistance, du fond, et qui peut favoriser la réintégration. Et notamment, pour nous, ce qui était très important dans ce DDRCS, c'était tout l'aspect réinsertion communautaire. S'assurer qu'on ne mette pas uniquement l'accent sur les soldats, sur les groupes armés, sur les combattants, sur ceux qui ont fait du mal, mais s'assurer qu'on prenne en compte la situation des victimes, la situation des familles, la situation de tous dans ce processus. Et ça aboutit à quelque chose qui me semble positif. On a maintenant un élément d'une stratégie avec le DDRCS, avec ce processus de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire, quelque chose qui peut être mis à table, qui peut être discuté avec les groupes armés pour qu'ils y rentrent. Et voilà, et il fallait avoir cette discussion. Ça a pris peut-être un petit peu trop de temps, mais je pense que ça fait partie aussi des différentes... Si vous voulez, je vois un petit peu le processus de Nairobi comme différentes briques de quelque chose qu'on essaye de construire tous ensemble, d'une maison qu'on essaye de construire. Le DDRCS en fait partie. Qu'est-ce qui reste pour que, on va dire, l'Union européenne apporte du financement comme vous l'avez déjà fait précédemment dans les précédents programmes de DDR? Écoutez, on est en bonne phase. Ce qui manquait jusqu'à présent, c'était l'initiative politique. Qui est déjà Elle existe, elle doit être finalisée. On doit avoir ces éléments et après, bien sûr, on répondra avec tous nos partenaires concernés. On est en grande discussion avec la Banque mondiale, que l'Union européenne finance aussi à près de 40%, avec tous les acteurs concernés pour accompagner cette dynamique. Concrètement, il n'y a encore rien. Il y a des choses quand même qui ont commencé à se faire. Il n'y a aucun engagement. Il y a un engagement de la Banque mondiale de 50 millions de dollars qui est déjà en place et qui répond à certaines demandes. Il y a d'autres projets et programmes qui sont en cours d'instruction. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le DDRCS tout seul, on l'a vu aussi en 2019-2020, le DDRCS tout seul n'est pas une réponse. Il doit s'inscrire dans une réponse politique. Il doit s'inscrire dans une réponse militaire. Il doit s'inscrire dans une stratégie globale. Il doit s'inscrire dans une coordination d'efforts politiques, diplomatiques, de développement humanitaire. Et c'est ça que nous sommes totalement disposés à appuyer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une mission de notre siège qui va venir début juin, et c'est quelque chose que nous allons vraiment regarder ensemble. Les triples nexus dont vous parlez. Le triple nexus notamment, alors c'est un thème, je suis désolé pour vos auditeurs, c'est un terme très techno, très employé par les développeurs, entre guillemets, les humanitaires, etc. Mais ça veut dire qu'il faut que les gens qui travaillent dans le développement, qui travaillent dans l'humanitaire, qui travaillent pour le rétablissement de la paix, donc les militaires, les gens aussi qui travaillent dans la justice, se parlent, s'entendent, agissent ensemble, de façon concomitante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec les résultats mi-figue, mi-raisin, notamment de l'état de siège, on ne pouvait pas, avec une option militaire envoyée comme ça, s'attendre à des miracles. Moi, j'ai aucun jugement à porter. J'en ai pas porté l'an dernier, j'en porterai aucun cette année. Ce qui me semble maintenant, c'est qu'on a vraiment la dynamique que nous pouvons accompagner, appuyer et qui est susceptible de mobiliser toute la communauté internationale. Et tous les Congolais peuvent se retrouver aussi derrière.
Donc là, on a quelque chose, je pense, qui peut faire la différence. Vous intervenez également dans les secteurs de la justice. Vous avez apporté beaucoup d'appui, non seulement sur le plan du développement de la logistique, mais aussi dans tout l'appareillage du système judiciaire congolais. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé dernièrement avec le renouvellement de la Cour constitutionnelle, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inquiété de voir que cette cour n'est pas aussi stable qu'elle devait l'être à quelques mois, on va dire, à une année des élections? Écoutez, nous avons appris, comme vous, le remplacement du président de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba, et du juge Funga. Sur le respect de la procédure, j'ai suivi, comme vous, les échanges et les débats qui se sont tenus. Je comprends qu'il s'agit d'une procédure quelque peu complexe, avec différentes sources de droit qui peuvent parfois paraître en contradiction. Sincèrement, alors je ne suis pas un expert en droit constitutionnel congolais, et je vous dirais qu'en tant que diplomate étranger, je n'ai pas à être un expert en droit constitutionnel congolais. Je garderai donc vraiment de tout commentaire sur le sujet précis que vous me posez. J'imagine qu'à ce niveau de responsabilité, les formes et le fond ont bien été respectés. Ce qui me semble néanmoins important de souligner, c'est qu'à un peu plus d'un an et demi de l'importante échéance électorale, l'échéance électorale de décembre 2023, il convient sans doute désormais d'assurer la stabilité institutionnelle qui permettent d'une part de réaliser les engagements présidentiels et gouvernementaux forts qui ont été pris par le président Tshisekedi, notamment en la matière, et d'autre part de s'assurer que toutes les parties prenantes puissent se préparer sereinement, en confiance, dans le processus électoral et dans ses arbitres. Donc c'est vraiment ça que le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut renforcer la confiance. J'ai employé dans mon discours d'ailleurs le vivre ensemble. Quelque part, il y a ces mesures de confiance qui doivent être prises. L'autre question, toujours pour embrayer là-dessus, en rapport avec les élections, on voit notamment les opposants organiser des manifestations et souvent, ce sont des manifestations qui sont réprimées dans le sang et beaucoup de ces opposants vous accusent de fermer les yeux. Souvent, quand c'était à l'époque du président Kabila, c'était des communiqués, c'était des tweets, mais de plus en plus, il semble qu'on ne vous sent pas. Écoutez, moi je pense avoir rappelé l'essentiel et le fondamental justement dans le discours que je vais prononcer le 9 mai. C'était d'abord de souligner que dans la construction de la démocratie, il n'y a pas uniquement les élections. La construction de la démocratie, c'est un processus de construction entre différentes parties prenantes qui doit se faire dans la durée. Que la démocratie, c'est bien sûr les élections, donc elles doivent avoir lieu en décembre 2023 et nous sommes très très encouragés par les engagements qui ont été pris par le président de la République, qui ont été pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et je l'ai dit et répété lors de mon discours, nous sommes prêts à apporter une observation électorale internationale indépendante, là aussi avec nos partenaires, avec l'Union africaine, avec les Nations Unies, avec l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes prêts à y travailler. À côté des élections, il y a bien sûr la consolidation de l'état de droit, il y a le respect des libertés fondamentales, la communication, la liberté de presse, la liberté de manifester. Ce sont toute une série de sujets que nous suivons très sérieusement et attentivement dans le cadre d'un processus que nous avons de discussion et de dialogue avec le gouvernement congolais, qui s'appelle le processus de l'accord de Cotonou, quelque chose qui a été signé par la République démocratique du Congo il y a à peu près 20 ans, au début des années 2000, un engagement commun, et ce sont des sujets que nous discutons parce que la République démocratique du Congo a vraiment accepté de les discuter dans le cadre d'un dialogue politique que nous avons mis en place. Le premier dialogue politique date il y a 2 ans. Pendant 20 ans, on n'a pas eu ce dialogue politique. Il a pu renaître, hein, il a pu vivre depuis 2020, quasiment au moment où je suis arrivé. Et ce sont vraiment des sujets que nous suivons avec beaucoup d'attention. Concrètement, les opposants disent, quand il y a bévue de la police ou quand il y a une répression dans le sang, les communiqués qui fusaient pendant l'époque de Kabila, aujourd'hui, on les voit de moins en moins.
Écoutez, je pense peut-être que ce sont peut-être pas les mêmes moyens d'intervention ou les mêmes canaux, mais sachez que nous partageons nos préoccupations quand il y a lieu d'être. On va terminer notamment avec la question de la Russie. On vous a vu vent debout depuis l'intervention russe sur le sol ukrainien. Parmi les diplomates qui communiquent beaucoup là-dessus, c'est notamment vous, et vous dites que la cible de Vladimir Poutine et des dirigeants russes, dites-vous, n'est pas seulement l'Ukraine et son intégrité territoriale, c'est bien la stabilité en Europe et l'ordre mondial fondé sur le respect de l'égalité souveraine des États. Vraiment. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que cette intervention russe, cette agression russe vis-à-vis de l'Ukraine, pose un certain nombre de principes du droit international très forts. Celui du respect de la souveraineté des États, celui de l'intégrité territoriale des États, celui de l'indépendance politique des États. Et ces trois principes sont vraiment remis en cause, sont vraiment bousculés par la Russie, au mépris total de la Charte des Nations Unies. Et c'est aussi des principes d'ailleurs qui font écho à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo que nous évoquions tout à l'heure. C'est pour ça aussi que je liais aussi un peu les deux dans mon discours, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ces principes d'intégrité territoriale, de respect de la souveraineté, de respect de l'indépendance politique sont peut-être des points, je vais vous le dire très sincèrement, sur lesquels le Conseil de sécurité des Nations Unies a peut-être été un petit peu trop prudent à la fin des années 90 et au début des années 2000, n'a pas assez mis l'accent dans l'accompagnement du processus de paix de Sun City. Ce sont vraiment des principes fondamentaux du droit international. On ne peut pas accepter qu'un plus fort agresse un plus faible, nulle part. Alors, il y a des exemples qui sont cités, mais je dis, c'est la même chose partout. Et c'est pas parce qu'il y aurait eu des turpitudes qui auraient été commises dans le passé que ça justifierait de nouvelles turpitudes. Là, la violation est vraiment grossière, elle est vraiment majeure. Elle se fait vraiment au mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle est profondément choquante. Et donc, voilà, ma réaction, et elle touche. Alors, en plus, l'Ukraine est sur le territoire européen. L'Ukraine n'appartient pas à l'Union européenne, même si l'Ukraine a demandé à adhérer à l'Union européenne. Mais l'Ukraine est en Europe. Et donc, l'agression russe nous touche encore plus physiquement dans nos racines, dans nos références politiques, culturelles. L'agression russe nous rappelle l'agression soviétique en 1968 et la répression de la Tchécoslovaquie. Mais les autorités russes parlent notamment de ce qu'ils qualifient de cette politique d'encerclement. Jusqu'où ira l'Europe? L'Europe continuera-t-elle à s'étendre? Écoutez, M. Poutine est en train de provoquer exactement le contraire de ce qu'il souhaitait. Il provoque les demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande, de la Suède. Tous les pays neutres ou qui voulaient être neutres se sentent maintenant menacés par la Russie. La politique d'encerclement qui est évoquée est complètement absurde si vous regardez les frontières de la Russie. La Russie n'est pas encerclée par la Chine. La Russie n'est pas encerclée par le Kazakhstan. La Russie n'est pas encerclée par les pays qui l'entourent. La Finlande ne constitue pas une menace pour la Russie. Donc soyons un petit peu sérieux. Cette idée qu'il y aurait un développement d'une menace contre la Russie ne justifie en aucun cas l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais l'Europe continuera à s'étendre. L'Union européenne va s'étendre puisque, je vous dis, c'est l'effet inverse peut-être de celui qui est espéré, mais l'Ukraine a formulé une demande d'adhésion à l'Union européenne qui va être examinée. Le président Macron, pour la France, mais qui a aussi été relayé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c'est des choses que nous allons examiner favorablement. Nous sommes attaqués, nous devons nous défendre. Ensuite, bien sûr, il y a aussi une place pour la diplomatie, pour la discussion, mais celle-ci doit être vraiment sur des bases claires. Et il me semble qu'il faut que la Russie reconnaisse ses erreurs, ses violations du droit international, la condamnation massive de l'agression russe par l'Assemblée générale des Nations unies, et que après, il y a des choses qu'on peut prendre évidemment en compte dans la discussion diplomatique. Il y a toujours un espace pour le conflit, pour la défense des principes fondamentaux, mais il y a aussi un espace pour la discussion politique. D'une certaine façon, cher patient, on retrouve la même dynamique que celle pour l'Est du Congo.
et la dynamique que j'évoquais entre le processus politique et le processus militaire. L'un ne va pas sans l'autre. La diplomatie ne va pas sans... Entre-temps, l'Europe, sachant en guerre, se prépare. Les pays africains qui sont parmi les pays les plus, on va dire, fragiles économiquement, subissent également de plein fouet les conséquences de cette guerre. On parle notamment de cette question de blé, on parle notamment de tout ce qui concerne ces fragilités qui, aujourd'hui, quand on voit l'encadrement que l'Europe est en train de faire, on voit très bien que vous sécurisez vos propres territoires parce que vous êtes en guerre et vous avez un certain niveau, on va dire, de résilience qui vous permet de résister. Mais qu'est-ce qui est fait pour que des pays fragiles comme les nôtres, qui dépendent, on va dire, du blé ukrainien et russe, continuent à pouvoir justement vivre comme ils vivaient auparavant? Alors, je vais me permettre de vous corriger sur un petit point. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Bah si, vous fournissez quand même de l'armement à l'Ukraine. La Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. Nous ne sommes pas co-belligérants de cette guerre. Vous fournissez de l'armement. Par contre, nous fournissons des armes et des armements à un pays qui a été agressé au mépris de la Charte des Nations Unies par un autre pays. Nous aidons ce pays à se défendre. Et c'est tout à fait légitime de le faire. Et c'est tout à fait reconnu par le droit international de le faire. Et donc c'est pas un motif de guerre. Nous n'avons pas de soldats européens engagés en Ukraine. Nous n'en aurons pas. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Les conséquences, par contre, que vous évoquez de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine, c'est vrai, sont très graves. Nécessitent que nous réagissions aussi internationalement. Nous commençons à le faire. On constate malheureusement, je le sais, par des amis, des hausses de prix sur les marchés déjà à Kinshasa. Ça fait partie des conséquences directes du conflit. Nous devons aussi préparer une réponse internationale sur le sujet. L'Union européenne est en lien avec l'Union africaine pour travailler aussi sur ce sujet. Sur un pays comme la République démocratique du Congo, je vous dirais, bon, qui a bien sûr un appui peut-être humanitaire qu'il va falloir faire. Il va falloir faire aussi un accompagnement pour éviter qu'il y ait des hausses massives de prix alimentaires. Mais quelque part, de tout malheur peut être bon. Et on peut tirer de ce conflit, je pense, peut-être des opportunités de développement et de croissance, notamment pour la RDC. Moi, je suis convaincu qu'elle pouvait accompagner et qu'on peut accompagner ensuite. Moi, je suis convaincu et persuadé que c'est le moment ou jamais de bâtir des filières agricoles en RDC. Je l'ai dit lors de mon discours, la RDC est un pays qui peut nourrir l'Afrique et peut-être même au-delà. Et en ce moment, il y a 27 millions de personnes qui souffrent de malnutrition alimentaire et aiguë et chronique en RDC. Ça, c'est pas supportable. Donc, quelque part, il faut qu'on bâtisse les filières agricoles en RDC, filières agricoles pour nourrir le peuple congolais, et puis aussi, pourquoi pas, pour exporter certaines ressources, je pense au maïs ou d'autres ressources, vers d'autres pays, pays voisins, pays africains. Et donc là, il faut travailler à une vraie stratégie de développement agricole, de croissance agricole, revoir peut-être les conditions d'investissement dans le secteur agricole. Je crois que le président du Sénat, Modeste Bahati, en a parlé. Il faut avoir une vision stratégique de développement et de croissance. Et là, bien sûr, nous sommes prêts à accompagner toutes les entreprises qui voudraient s'intéresser à ce secteur. Congolaises, en premier lieu. Si des Congolais veulent s'intéresser à ce développement et à cette croissance, c'est le moment ou jamais d'y aller. Et puis, par contre, il y a sans doute du travail à faire sur ce qu'on appelle les normes phytosanitaires, la régularité des approvisionnements. Enfin, il y a un accompagnement technique, un accompagnement financier. Et là, bien sûr, c'est une opportunité pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble dans un vrai partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est sur le plan agricole, mais il y a également tout ce qui concerne les fuels, le carburant. Il y a la partie congolaise qui a décidé de pouvoir ouvrir, on va dire, les enchères sur 16 blocs pétroliers. Et certains de ces blocs se retrouvent notamment au niveau de la cuvette centrale. On connaît votre engagement dans ces domaines de l'environnement. Est-ce que vous êtes inquiet? Alors, il y a deux choses différentes. Les carburants ne viendront pas de l'exploitation pétrolière directement, en tout cas pas. En tout cas, c'est l'argumentaire qui a été développé par le ministère de l'hydrocarbures. Pas demain. C'est-à-dire que
d'abord, il faut du temps pour construire un puits de pétrole, il faut du temps pour... Ce sont des investissements lourds de plusieurs milliards de dollars, voire de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ce sont des champs pétroliers. Parfois, c'est pas parce qu'on croit qu'on croit qu'il y a du pétrole qu'il y en a forcément. Les industries pétrolières dans le monde entier prennent beaucoup de temps pour consolider leurs recherches. C'est très honnêtement un processus qui va prendre plusieurs années. C'est pas, même si vous délivrez un permis demain, la première goutte de pétrole qui sortira de ce permis, c'est pas avant 2, 3, 4, 5 ans. C'est vraiment un processus, c'est vraiment des processus longs et lourds au point Oui, de vue mais si industriel. on considère que pour notamment couper cette dépendance toujours vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine par rapport au pétrole, donc on commence l'investissement aujourd'hui en ouvrant justement ces enchères par rapport à ces blocs pétroliers, est-ce que c'est quelque chose que vous semble, on va dire, justifiable? Alors là encore, je vais encore un peu apporter de nuance à votre propos. Dans la réflexion, c'est pas uniquement l'Ukraine et la Russie, autant sur le blé et sur les produits alimentaires, le conflit a un impact direct et puis il y a un impact indirect sur le marché pétrolier. Mais les grands pays pétroliers sont au Moyen-Orient. Il y a des grands pays pétroliers africains comme l'Angola et le Nigeria. Il se trouve que la Russie est dans les top 2. Ma réflexion, non, c'est sur l'approvisionnement gazier en Europe, mais c'est très particulier. C'est pas la Russie qui est un producteur majeur de pétrole au niveau mondial. La réflexion qu'on doit avoir, c'est une réflexion, là encore, une réflexion stratégique, une réflexion un petit peu globale, qui nécessite de discuter avec les partenaires. C'est d'abord de voir, si on se décide à exploiter ces ressources pétrolières, de voir comment on les gère, qui va en bénéficier. Est-ce que c'est uniquement pour les générations présentes ou pour les générations futures? Est-ce que vous raisonnez comme un pays comme la Norvège, qui a mis en place un fonds souverain, des fonds souverains, dans lequel il place les ressources du pétrole pour alimenter les générations futures, le développement, etc. Donc pas la réponse simplement immédiate. Donc il y a la réflexion sur la gestion de la ressource pétrolière. Ensuite, il y a la réflexion sur l'impact que ça peut avoir au niveau environnemental, s'il y a une gestion qui se fait dans une réserve, ou qui se fait dans par exemple, il y a eu quelques années, il y a une entreprise pétrolière britannique qui a eu l'idée d'exploiter le pétrole de Virunga. Ça, c'était complètement illégal. C'était contraire aux engagements internationaux de la République démocratique du Congo. Ça peut pas se faire. Mais il y a peut-être d'autres zones qui sont pas forcément dans un parc protégé par l'UNESCO où il peut y avoir de l'exploitation pétrolière. Mais ça doit être discuté dans une approche un petit peu, je dirais, stratégique entre la RDC et ses partenaires pour se dire, voilà, quel est le coût bilan avantage pour la RDC, développement économique, inconvénients sur l'impact sur la forêt, sur les ressources, sur la préservation future du climat. Est-ce que si, par exemple, la RDC n'exploite pas totalement toutes ses ressources pétrolières, la communauté internationale est prête à apporter une compensation à la République démocratique du Congo pour ne pas exploiter ce pétrole? Tout ça, c'est une discussion qu'à mon avis, il faut avoir. Il faut pas l'engager après, mais il faut l'engager avant. Et il faut avoir une vision un peu stratégique. Moi, je suis diplomate, je n'ai pas de leçons, je ne donne de leçons à personne. J'espère que vous le percevez bien. C'est pas à moi de dire qu'il faut faire ça ou ça ou ça. Moi, en tant que diplomate, je veux qu'on essaye de trouver des solutions qui bénéficient au plus d'acteurs et de partenaires possibles. Et donc, ça nécessite d'avoir à chaque fois, dans ce que je ressens, une réflexion un petit peu stratégique d'où on veut aller, d'où on part, où on se trouve exactement et où on veut aller. Et donc, y aller avec quel partenaire et y aller pour quel développement, parce que voilà, le pétrole n'a pas fait le bonheur de tout le monde au Nigeria ou en Angola. Donc, il faut tirer les leçons de ça pour qu'on ne reproduise pas forcément les erreurs qu'on a faites ailleurs. Voilà. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est pas forcément à moi de dire, voilà, il faut exploiter ou il faut pas exploiter le pétrole. C'est une discussion diplomatique, une négociation, et c'est l'avenir de notre humanité qui est en jeu. Mais c'est aussi l'avenir du peuple congolais qui est en jeu. Donc ça nécessite de l'investissement, ça nécessite des juristes, des diplomates, ça nécessite des débats, des discussions, et ça nécessite de l'initiative.
On termine avec un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. C'est les sujets des enquêtes sur la mort de l'ambassadeur italien, Luca Tanasio. Où est-ce qu'on en est avec ces enquêtes? Écoutez, alors je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai cru comprendre qu'un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans cet assassinat à la fois de l'ambassadeur italien, mais aussi de son chauffeur Mustapha et aussi de son garde du corps Vittorio. Un certain nombre de personnes ont été arrêtées et ont même été transférées, je crois, à Kinshasa. Maintenant, il faut que l'enquête se poursuive, l'enquête judiciaire avec les autorités italiennes. Et nous soutenons bien sûr tous les efforts d'un de nos États membres, qui est l'Italie, dans ces enquêtes et la traduction judiciaire des coupables de ce crime devant les autorités. Enfin, il faut qu'il y ait un procès, que ce procès soit ouvert et que les responsables de ce crime, de ces 3 crimes, soient effectivement condamnés. Une partie d'entre eux, nous comprenons, a été arrêtée. Maintenant, il y a une coopération judiciaire entre l'Italie et la République démocratique du Congo. Nous espérons qu'elle donnera le plus de résultats possible. Monsieur l'ambassadeur, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être accueilli par vous. Merci infiniment d'être avec nous. Merci également à vous d'avoir suivi ces programmes sur actualité.cd, sur Twitter, Facebook et sur YouTube. On se retrouve très rapidement avec un autre invité. À très bientôt.